Capsule, votre concentré d'expertise sur la gestion de fortune en Suisse. Dans ce 4e épisode, nous explorons l'infrastructure blockchain et le degré de maturité de l'écosystème suisse. La FINMA figurait parmi les premiers régulateurs au monde à se positionner sur les digital assets. Depuis février 2021, la loi suisse DLT, la Lex Blockchain, permet aux actifs digitaux d'être reconnus au même titre que les actifs financiers traditionnels. Il manquait à ces investisseurs une place de marché. Depuis le mois d'avril, c'est désormais possible en Suisse grâce à Taurus Group et depuis le mois de septembre, grâce à Six, qui ont chacun obtenu une licence FINMA pour leur plateforme d'échange d'actifs numériques. Avec nous, pour aborder dans Capsule les atouts de la Suisse dans l'infrastructure blockchain, 2 experts, 2 invités. Bonjour et bienvenue. Vincent Pignon. Bonjour Elsa. Lamine Brahimi. Bonjour Elsa. Bienvenue à vous deux. Lamine, on commence par vous. Vous avez cofondé Taurus Group à Genève en 2018 avec des cadres dirigeants issus du secteur bancaire, de l'asset management, ainsi que des mondes réglementaires et de la cybersécurité. Vous étiez auparavant Chief Digital Officer chez Lombard-Odier. Taurus Group agit dans l'infrastructure des actifs numériques, aussi bien pour leur émission, leur stockage que leur connectivité. Tout type d'actifs numériques peut prendre la forme de jetons, les tokens, auxquels peuvent être attachées des actions et des obligations. En émettant de tels jetons, une entreprise pourra se financer de manière plus fluide et moins coûteuse que si elle devait passer sur les marchés boursiers. Vincent Pignon, fondateur et CEO de Wecan Group, vous êtes aussi le directeur exécutif du programme blockchain chez Crea. Le groupe Wecan se focalise sur la technologie et développe des logiciels qui exploitent la blockchain dans une logique axée sur le B2B. Vous avez lancé Wecan Comply, une plateforme qui simplifie les procédures de conformité entre les banques et les gestionnaires d'actifs externes. Et vous avez fondé également Wecan Tokenize, une plateforme pour sourcer et émettre des actifs numériques. Vous avez fait le choix d'exclure les crypto-monnaies afin d'éviter les incertitudes liées aux aspects réglementaires. Commençons avec vous, Vincent. Avec Wecan Group, vous accompagnez les entreprises à décliner leur business model sur l'infrastructure blockchain. Il existe des milliers de blockchains destinés à des usages différents. Vous avez fait le choix de travailler sur une blockchain privée avec un ancrage public et non sur une blockchain publique. Expliquez-nous les raisons de votre choix et surtout le business model précis de Wecan. Alors en effet, nous avons décidé de travailler sur une blockchain qui s'appelle Hyperledger pour une raison simple, c'est quand on crée un écosystème pour des acteurs comme les banques privées et les gérants de fortune indépendants, on a besoin d'avoir une certaine confidentialité, une maîtrise des nœuds du réseau de l'infrastructure blockchain. Et c'est la raison qui nous a poussé vers Hyperledger. On a malgré tout toujours travaillé avec des blockchains publiques, et on a toujours eu un ancrage avec ces blockchains publiques sur les différents projets qu'on mène. Et en termes de business model, aujourd'hui, on a un éditeur de logiciels, donc on vend des licences à nos clients, les banques, les gérants indépendants, les trusts, qui souscrivent à Wecan Comply ou à d'autres produits. On a aujourd'hui 13 banques et un peu plus d'une quarantaine de gérants indépendants sur Wecan Comply. Vous vous présentez comme un éditeur de logiciels pour cette partie Wecan Comply et pour la partie Wecan Tokenize. Alors également, mais on a créé cette société sous forme de joint venture. Donc, on est associé avec un asset manager genevois qui s'appelle Geneva Management Group et un promoteur immobilier listé sur Euronext, qui est le groupe Capelli, qui est un promoteur relativement important en Europe, qui avait besoin et envie de comprendre les enjeux de la tokenisation et finalement les opportunités que ça allait lui offrir pour pouvoir financer des opérations immobilières dans le futur. Lamine, Taurus Group a créé et développé une infrastructure blockchain en Suisse. En quoi la Suisse, justement, était le pays idéal d'implantation de votre groupe et quel est le business model précis de Taurus Group? Je vais commencer par répondre par la deuxième partie de votre question. Donc, Taurus est une société créée en 2018. On fait 2 choses. On a développé une infrastructure qui permet de gérer tout type d'actifs numériques. Quand je dis tout type, c'est vraiment majuscule. Que ce soit sur des blockchains publiques, privées, que ce soit des crypto-monnaies, des actifs numériques tokenisés ou même des monnaies numériques. Et on est aujourd'hui le leader en Suisse avec à peu près, peut-être même plus d'une banque sur 2 qui est active dans le secteur, qui utilise notre technologie. On a également des clients en Europe, Union européenne, aux États-Unis et au Moyen-Orient.
Je dirais, ça c'est pour le premier type de business. Le deuxième business, comme vous l'avez mentionné dans l'introduction, on a également obtenu ce printemps une licence auprès de la FINMA pour faciliter l'échange d'actifs numériques. C'était très important de pouvoir numériser les actifs, c'est encore plus important de pouvoir les échanger. On a créé une plateforme réglementée FINMA pour ce faire qui s'appelle TDX. Et pour revenir à la première partie de la question, je dirais en toute humilité, il y a une coïncidence, une part de chance. Donc on avait la vision, la volonté de développer le business des actifs numériques et de l'infrastructure blockchain en Suisse. Il se trouve que la Suisse était et est encore la place financière, on va dire, la plus constructive dans le secteur. Et je dirais qu'avec la vision qu'on avait, la bonne équipe qu'on avait et le fait que la place financière suisse était plutôt constructive, on a pu rapidement développer et gagner des clients. La compétitivité mondiale sur l'infrastructure blockchain précisément, Vincent, sous quel point la Suisse conserve-t-elle son avance ? Alors la Suisse a été pionnière très tôt, notamment dès 2015 avec l'implantation de la fondation Ethereum en Suisse, et donc une des premières blockchains publiques d'envergure à avoir une adoption et des cas d'usage dans son utilisation, et pas uniquement sur le trading de crypto-monnaies. Et finalement, ça a généré une attractivité pour beaucoup de projets blockchain qui sont venus s'implanter dans un premier temps pour faire leurs ICO, Initial Coin Offering, dans les années 2017-2018. Et ensuite, très tôt, la FINMA s'est positionnée avec une régulation assez claire des différentes typologies de tokens. Et ensuite, comme vous l'évoquiez précédemment, la Confédération avec la Lex Blockchain qui est arrivée un petit peu plus tôt cette année. Donc la Suisse a toujours été avant-gardiste dans la considération de cette technologie et on va dire la définition d'un cadre qui est plutôt favorable à l'implantation des entreprises. Elle avait beaucoup d'avance, mais n'est-elle pas rattrapée par quelques pays comme le Luxembourg ? Alors en effet, depuis 2-3 ans, la Suisse, on va dire, c'est pour une fois réveillé tôt, mais a peut-être pas gardé sa compétitivité ces 2-3 dernières années. Le Luxembourg a pris beaucoup d'avance, tout comme d'autres juridictions, Singapour, l'Allemagne aussi est maintenant très en avance. Et nous, on a notamment été confrontés à cette problématique pour Weekend Tokenize, où on a fait tout notre setup juridique et réglementaire au Luxembourg, puisque le pays a considéré la technologie comme une technologie pouvant être utilisée dans un cadre légal beaucoup plus tôt que la Suisse. Mais maintenant, je pense que c'est chose faite, le retard est rattrapé et cette compétitivité va à nouveau se développer. Après ce panorama éclairant sur l'écosystème suisse, Vincent, zoomons peut-être sur la place financière. Vous rencontrez au quotidien de nombreux banquiers, de nombreux gérants de fortune. Comment cette industrie financière traditionnelle embrasse-t-elle cette disruption ? Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de challenges d'éducation, de compréhension des enjeux de cette technologie à plusieurs niveaux, à la fois sur la partie purement utilisation de la technologie pour optimiser des processus, notamment des processus de settlement, d'audit, de compliance, et puis d'autre part sur tout ce qui est sujet lié à la tokenisation et à l'utilisation des digital assets. Aujourd'hui, la compréhension reste encore relativement peu mature. Il y a de plus en plus de pression du marché et des clients, des gérants indépendants et des banques privées qui, évidemment, ont des questions à ce sujet. Et il y a probablement encore de l'effort à faire, et notamment de l'effort d'éducation et de vulgarisation. Pour maîtriser vraiment les fondamentaux de la blockchain. Exactement, et comprendre les enjeux et les impacts futurs que cela pourra avoir. Quels sont les principaux freins à s'orienter vers ces investissements ? Alors, il y a évidemment passablement de freins. Déjà, si on prend l'exemple des banques et des gérants indépendants, ils sont tous équipés d'un point de vue technologique avec des core banking systems ou des PMS. Donc, faire un investissement supplémentaire, c'est pas nécessairement pertinent. Donc, le jour où il y aura des usages blockchain qui seront intégrés dans leur système informatique, l'adoption sera beaucoup plus rapide. Elle sera aussi transparente, c'est-à-dire que ces acteurs-là n'auront pas besoin de comprendre la blockchain pour pouvoir l'utiliser. Et en ce qui concerne les digital assets, là, il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il y a beaucoup d'appréhension, de craintes, notamment vis-à-vis des licences bancaires ou des licences réglementaires de plusieurs acteurs qui préfèrent passer par des intermédiaires pour ne pas se mettre en danger encore vis-à-vis de leur propre activité. Près d'une banque sur deux en Suisse, vous l'avez dit, Lamine, présente dans le secteur des actifs digitaux, utilise la technologie de Taurus que vous avez développée pendant ces 3 dernières années et demie. Donc c'est quand même un temps relativement court. Les banques privées, mais aussi les banques cantonales, les banques systémiques comptent parmi vos clients.
Comment vous percevez cette maturité de l'écosystème blockchain en Suisse et quelles sont peut-être les places financières qui viennent concurrencer la Suisse sur ce terrain-là? Je voulais également rebondir sur ce qu'a dit Vincent par rapport au Luxembourg et l'Allemagne. C'est intéressant parce qu'on dit toujours que l'herbe du voisin est plus verte. J'étais au mois d'août dans un panel avec une responsable de la CSSF, c'est donc le FINMA local, avec des gens de Luxembourg for Finance, c'est donc les gens qui font la promotion de la place luxembourgeoise et qui se disaient « Ah tiens, on a 2 ou 3 ans de retard sur la Suisse ». Donc c'est assez paradoxal. Je vais m'en tenir au fait. Aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine de banques qui sont actives en Suisse, qui fournissent soit de manière publique ou encore confidentielle, non connue du public, des services d'actifs numériques. Il y a aujourd'hui plusieurs plateformes, dont Taurus et celle de la Bourse suisse, qui permettent l'échange d'actifs numériques. Aujourd'hui, ça n'existe pas à Luxembourg, ça n'existe pas non plus en Allemagne. Il commence à y avoir peut-être 2 ou 3 banques, une qu'on connaît bien. Donc je dirais que la Suisse a encore de l'avance par rapport aux autres places financières. Le principal message, c'est qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. C'est-à-dire que toutes les grandes places financières ont clarifié leur cadre réglementaire, ou presque. L'Allemagne, la France, Luxembourg, Singapour, au Moyen-Orient, Abu Dhabi, c'est pareil. Aux États-Unis, dépendant avec quel régulateur vous parlez, c'est relativement clair. Donc je dirais, pour moi, il y a vraiment une lame de fond qui est en train de se passer, et c'est très important pour les régulateurs suisses de rester toujours constructifs tout en protégeant l'investisseur. Je dirais la maturité de l'écosystème, elle est relativement élevée. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 10 à 15% des banques en Suisse qui ont fait le pas. Mondialement, c'est moins de 1%. Donc la Suisse est le pays où il y a le taux de pénétration le plus élevé, mais il ne faut pas se leurrer, les autres pays vont rattraper. Basé en Suisse, mais vous visez vraiment l'international pour votre développement stratégique. Yes. Suite à votre récent partenariat, notamment avec Temenos, vous avez obtenu l'accès à 3000 banques à l'échelle mondiale. Quelles sont les ambitions de Taurus à plus large échelle? Je dirais, les ambitions, comme toute jeune société, c'est deux choses. La première, faire ses preuves dans son marché d'origine. C'est aujourd'hui le cas, mais ce qu'on préconise pour la place financière, on se l'applique à nous-mêmes. Donc, on ne se repose pas sur nos lauriers. On veut rester les leaders dans le secteur en Suisse, mais également, on veut se développer fortement à l'international. Comme j'ai dit précédemment, on a des clients en France, en Allemagne, aux États-Unis. Et il y a une vraie volonté de la part des fondateurs du conseil d'administration de Taurus de se développer à l'international. Très forte demande passablement d'acteurs des dites places financières que je viens de mentionner. Donc c'est très important pour nous de continuer de se développer. On a une technologie probablement l'une des meilleures au monde. Et je dirais, avec une certaine détermination, mais également avec beaucoup d'humilité, on a envie d'essayer de reproduire ailleurs ce qu'on a pu faire en Suisse. La meilleure technologie du monde, quels sont les challengers? Une des meilleures. Quelles sont justement les 2-3 autres technologies qui dominent? Je dirais, quand il y a un marché en forte croissance, bien sûr, il y a la compétition et c'est sain. Donc, c'est très important pour nous de continuer à développer le produit, à avoir une équipe d'engineering parmi les plus compétentes au monde. On a la chance d'avoir un des cofondateurs qui est une des sommités dans son domaine, mais également avoir maintenant développé la distribution de manière indirecte. Vous avez parlé Temenos, mais on a également d'autres partenaires à l'international et aussi de manière directe avec probablement des bureaux dans quelques-unes des juridictions que j'ai mentionnées. Vincent, en Suisse, les banques digitales, Swissquote, Flowbank, Seba et Signum, proposent le trading et le dépôt de crypto-actifs. La mine nous confirmait qu'environ 10 à 15% des banques suisses le proposaient également, mais elles ne sont pas toutes encore officielles. Quels sont les acteurs bancaires traditionnels avec lesquels Weekend Group collabore dans le but justement du négoce de crypto-assets? Alors, Weekend Group ne travaille pas sur cette partie négoce de crypto-assets, uniquement sur les infrastructures blockchain déployées sur la partie compliance. Aujourd'hui, on travaille avec 13 banques, comme Julius Baer, Lombard-Odier, Pictet, Edmond Rothschild et beaucoup d'autres, Mirabeau, Gonnet, je ne vais pas toutes les citer. On en aura probablement une vingtaine, dont les plus importantes, vraiment les banques universelles et les grandes banques privées qui aujourd'hui traitent avec les gérants de fortune indépendants et les trusts. D'ici quelques mois, on est avec toutes en discussion relativement avancée.
L'enjeu pour nous, c'est vraiment d'arriver à créer des standards et des standards utilisés et reconnus par tous les acteurs du marché. Et finalement, c'est un enjeu qui est encore plus important que la technologie en elle-même, parce que la technologie, elle est somme toute relativement facile à déployer une fois qu'on a fait ce travail-là. En tout cas, la comparaison entre l'effort du point de vue du standard et l'effort du point de vue de la technologie, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à un standard de marché. Donc notre focus, il est vraiment d'arriver à créer des standards sur les grandes thématiques de compliance. On a commencé avec les gérants de fortune indépendants, on continue avec les trusts, et notre cible, c'est de pouvoir travailler sur le client final, donc le KYC qui va arriver dans les mois qui viennent. Lamine, vous le précisiez, en avril, Taurus Group a obtenu la licence FINMA pour lancer le Taurus Digital Exchange, TDX, place de marché réglementée de négoce d'actifs digitaux et de crypto-monnaies. Comment percevez-vous le lancement de la plateforme de SIX, SDX, qui a obtenu sa licence FINMA au mois de septembre ? Donc le projet SIX, c'est pas un projet nouveau, hein, c'est un projet qui date qui a été annoncé, je pense, en juin 2018, donc c'est quelque chose qu'on connaît. Donc je dirais que c'est une bonne chose pour la place financière que la bourse, disons, traditionnelle décide de créer un bras actif numérique. Je dirais que c'est une très bonne chose pour la place financière, un bon signal pour les acteurs institutionnels. TDX permettra donc aux investisseurs, notamment aux banques, de négocier une grande variété d'actifs. On parle d'actions tokenisées, d'actifs privés, de biens immobiliers, de l'art également, des jetons numériques ou encore des crypto-monnaies. Quels sont les acteurs que vous pouvez nommer aujourd'hui qui participent à votre plateforme ? Donc aujourd'hui, de manière publique, il y a un certain nombre de PME à forte croissance qui sont admises au négoce ou qui ont annoncé être admises au négoce, qui font entre 20 et 50 millions de francs suisses de chiffre d'affaires. Donc, on parle de sociétés d'une taille conséquente. Donc, il y a le groupe Audacia, il y a Alaya qui a fait une annonce la semaine dernière avec Crédit Suisse. Aujourd'hui, je dirais, sur les clients qu'on a, sur la partie infrastructure, il y a 2 tiers qui sont en train de se connecter à notre plateforme de marché. Et en termes de produits sur lesquels on est en train de travailler, il y a une banque qui va tokeniser des produits structurés. On va voir un petit peu comment le marché va réagir. Il y a également, de manière très, très intéressante, des asset managers, donc des gestionnaires d'actifs, dans tout ce qui est stratégie peu liquide, donc private equity, qui veulent créer des poches de liquidité qu'elles veulent admettre au négoce chez nous. Donc, il n'y a passablement d'intérêt et il n'y a passablement de choses qui sont encore dans le pipeline, mais malheureusement que je ne peux pas annoncer à ce stade. Des asset managers suisses ou des étrangers également ? Suisses et étrangers. Suisses et étrangers. Suisses et étrangers, tout à fait. Pareil pour les banques. On a beaucoup parlé des banques suisses. Les banques étrangères aussi ont rejoint la plateforme ? Je dirais qu'aujourd'hui, on se focalise pour la plateforme. Comme la plateforme est une plateforme régulée en Suisse, notre priorité, c'est de connecter les banques suisses. On a également 2 banques étrangères qui sont en train de se connecter. Qui figure parmi les émetteurs ? Et que recherchent-ils ? Donc, les émetteurs, il y a donc plusieurs segments. Il y a des PME qui veulent numériser leurs titres, créer une certaine liquidité pour leurs employés. Typiquement, de manière quasiment systématique, ces PME à forte croissance, avec des fondateurs, si vous voulez, jeunes, ont toutes un plan d'intéressement des employés, donc des actions ou des stock options salarial. Pour leurs salariés, pour leurs cadres ou employés. À qui ils veulent proposer une certaine liquidité pour acheter, vendre les titres sans attendre une IPO ou une acquisition. Il y a également la volonté de créer une certaine liquidité pour les fondateurs et les actionnaires. Donc ça, il y a un gros segment PME. Donc c'est des sociétés à forte croissance, suffisamment intéressantes pour attirer des investisseurs, mais qui ne veulent pas se coter en bourse. Donc vous avez mentionné SIX tout à l'heure, pour des raisons soit philosophiques ou des raisons de coût. Aujourd'hui, il y a 550 000 sociétés en Suisse, il n'y en a que 220 qui sont cotées. Donc, c'est réservé à une certaine élite. Donc ça, il y a un segment des PME. Il y a un segment également des banques qui veulent sponsoriser ce qu'on appelle des club deals. Donc, des deals à leurs investisseurs, typiquement Crédit Suisse. Aujourd'hui, tout ce qui est marché privé, tout ce qui est non coté, est fondamental dans une gestion de portefeuille classique. Et un certain nombre de ces acteurs veulent tokeniser ou numériser des titres peu liquides jusqu'à présent. On peut rajouter des aspects art, il y a des discussions, mais c'est encore prématuré pour en dire davantage.
En termes de volume, sur quel volume tablez-vous peut-être d'ici la fin de l'année, le lancement en Je dirais, 2022? cette année, pour nous, c'était juste avoir la licence, connecter les banques, avoir des bons émetteurs. Mais je dirais, à partir de l'année prochaine, c'est le milliard plus qu'on essaye de viser. Vincent, après vos projets de tokenisation d'actifs immobiliers, vous nous l'avez rappelé avec un actionnaire au sein de Wecan, de vin également, quels sont les crypto-assets sur lesquels votre plateforme Wecan Tokenize travaille-t-elle? Alors aujourd'hui, on a fait un projet assez important avec un asset manager américain qui s'appelle Invesco, pour lequel on a déployé toute la plateforme de tokenisation à l'échelle globale. On a d'autres projets qui vont arriver du même type pour des banques et pour des asset managers. Mais vraiment, on les accompagne sur toute la chaîne de valeur. Donc depuis la définition du projet jusqu'à la réalisation et le déploiement de la technologie chez eux, quasiment sur mesure. On n'a pas vocation, nous, à être un opérateur de trading ou une plateforme comme le fait Lamine, mais plus vraiment, comme je l'évoquais précédemment, un éditeur de logiciels. Et donc, on construit des logiciels pour nos clients, soit de façon standard, standalone, soit sur mesure. L'asset manager dont vous parlez aux États-Unis, c'est sur quel crypto actif? Alors, eux, ils ont tokenisé des parts de fonds. Donc, c'est le même setup que ce qu'on a fait avec Luxembourgeois. On est sur des security tokens. On n'est pas sur des tokens natifs type Bitcoin ou Ether. Et on a tokenisé alors, des parts de fonds luxembourgeois principalement sur à peu près toutes les catégories de la dette, de l'obligation convertible, de l'equity, du capital, mais aussi des units. Enfin, on a fait à peu près tout ce qu'on pouvait faire dans le modèle luxembourgeois. Et aujourd'hui, c'est encore ce qu'on est en train de faire avec des asset managers ou des banques qui ont des fonds déposés au Luxembourg. Aux États-Unis, le régulateur des marchés financiers, la SEC, a mis un frein à la plateforme Coinbase, qui ne disposait pas des licences pour échanger des titres. En Chine, tous les investissements dans les crypto-monnaies sont déclarés illégaux. Quel est le degré de confiance des investisseurs dans les marketplaces? Que manque-t-il à ces nouveaux acteurs pour gagner en crédibilité, à votre avis, Vincent? Alors, c'est un vrai challenge. Lamine évoquait précédemment l'émergence de bourses, on va dire, plus institutionnelles comme la bourse suisse. Évidemment, ça va être des éléments qui vont apporter davantage de confiance à l'ensemble du marché, y compris aux régulateurs, et qui vont permettre aux acteurs émergents, là aussi, de prendre de l'essor. Donc, c'est une nouvelle qui est très positive, qui était attendue de longue date, sur laquelle il y a eu beaucoup d'investissements, probablement aussi un petit peu de retard. Mais c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble de l'écosystème et l'émergence de telles plateformes dans d'autres pays va aussi rassurer les investisseurs. Il y a beaucoup de travail à faire encore, notamment sur la partie infrastructure, sécurité. On voit qu'il y a beaucoup de disparités entre les acteurs à l'échelle mondiale aussi. Donc, c'est des investissements qui sont de long terme, mais qui commencent à porter leurs fruits. La maison de vente aux enchères Sotheby's a créé une plateforme de vente de NFT, les jetons non fongibles, qui représente désormais 2% du marché de l'art global. Comment percevez-vous l'émergence de ces plateformes qui sont spécialisées sur une verticale par rapport à cet écosystème suisse et par rapport à nos deux acteurs, Taurus Group et Six en Suisse? Alors, j'ai la conviction qu'il y aura de plus en plus de ces plateformes spécialisées parce que finalement, ces plateformes, elles apportent une sorte de confiance entre des acteurs qui vont s'échanger des actifs. Les maisons d'enchères, c'est vraiment ce qu'elles ont réussi à construire. Une confiance sur toute la chaîne de valeur, dans la détention, la valorisation, l'échange, l'authenticité des œuvres d'art. Et finalement, ce qu'elles font maintenant, c'est digitaliser une partie de ce process. Donc, il est légitime, pertinent qu'elles puissent se positionner comme acteurs de cet écosystème. Et très probablement qu'on aura de plus en plus de plateformes spécialisées qui vont émerger. Alors après, quelle sera l'évolution long terme? Ça, c'est une autre question. Probablement qu'on aura une phase d'émergence de nombreuses plateformes, puis une phase de concentration. Puisque finalement on est dans une phase d'innovation créative assez intense, aussi intense d'un point de vue concurrentiel. Par contre, c'est assez difficile de tenir ce type de positionnement dans la durée. Donc probablement qu'il y aura des concentrations à moyen long terme. Lamine, vous déclariez au lancement de TDX vouloir devenir l'équivalent européen d'un Nasdaq sur les activités numériques. Concentration dans quelques années, comment vous voyez les choses? Quand on est entrepreneur, il faut savoir rêver et essayer d'aller chercher ses rêves. Donc, et on essaye de le faire, comme dit tout à l'heure, avec détermination, mais avec humilité. Donc, par rapport à votre question, nous, on pense qu'il y a deux chaînes de valeur. Il y a tout ce qui est coté, tout ce qui est bourse, SIX, Euronext. On ne voit pas nécessairement d'opportunités dans ce secteur-là. Par contre, il y a une chaîne de valeur de tout ce qui est ce qu'on appelle non coté, où concrètement aujourd'hui,
tout ou presque se fait sur papier. On voit une énorme opportunité dans ce secteur-là. On essaie de se positionner suffisamment tôt. Puis l'avenir dira où TDX sera. Par contre, pour moi, ce qui est fondamental, c'est maîtriser la technologie. Il n'y a passablement de gens dans le secteur qui assemblent, même s'ils ont des jolis brand names, des jolies marques. Si vous ne maîtrisez pas la technologie, vous aurez toujours 1, 2, 3, 4 ans de retard sur la compétition. On a la chance de maîtriser la technologie de bout en bout, du software au hardware, à la cryptographie, et on essaye de se démarquer en étant plus rapide et exécuter plus rapidement également que nos pairs ou compétiteurs. On a beaucoup parlé des États-Unis, mais les plus grandes capitalisations boursières aujourd'hui se trouvent aux États-Unis, se trouvent en Chine également. L'Europe accuse un certain retard. Comment l'Europe réussira-t-elle à préserver sa souveraineté numérique? Et la Suisse également, et c'est une question aussi pour conclure après avec vous, Vincent. C'est une question très compliquée et fascinante. Aujourd'hui, si vous voyez les capitalisations boursières, si vous voyez également les dynamiques, vous voyez que le monde numérique est contrôlé par des géants aux États-Unis, des géants en Chine. Et l'Europe, au milieu, a du mal à créer des champions. Donc, je dirais pour moi, faciliter l'émergence de champions d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue financement, d'un point de vue également facilité d'un point de vue fiscal. Mais c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le faire. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'un certain nombre de leaders politiques, académiques l'ont compris. Et nous, on essaye à notre modeste niveau d'essayer d'y contribuer, mais ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pas simple comme enjeu, la souveraineté numérique en Europe, en Suisse, Vincent? Alors, c'est un vrai challenge. Il y a beaucoup de débats. On a beaucoup de débats en Suisse depuis quelques mois sur l'identité numérique, sur le cloud souverain numérique avec les derniers choix de la Confédération. Je pense vraiment que la blockchain peut apporter une solution à ces enjeux-là, puisqu'on est sur des infrastructures globales, décentralisées, donc qui ne sont pas centralisées sur un pays en particulier, qui sont moins soumis à une régulation en particulière, en tout cas plus la régulation du pays où la société ou la fondation est domiciliée. Et du coup, ça peut être une alternative et finalement une perspective assez enthousiasmante. Alors même si dans toute nouvelle technologie, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs, ça reste quand même une solution très enthousiasmante par rapport à la centralisation et à l'exploitation des data des big tech américaines ou chinoises. Aujourd'hui, on va pouvoir redécentraliser la propriété des données, des documents, de la valeur avec la technologie blockchain. C'est déjà le cas et on voit que c'est en recrudescence et en émergence très forte. Donc ça, c'est une vraie opportunité pour la Suisse très certainement, et la Suisse l'a compris très tôt. Pour l'Europe probablement, peut-être avec plus de difficultés, et à l'échelle mondiale également. Merci beaucoup Vincent. Merci Elsa. Merci Lamine. Merci Elsa. Merci à tous les deux pour cet échange d'expertise sur l'infrastructure blockchain et les négoces d'actifs digitaux et de crypto-monnaies, désormais possible sur TDX et SDX, plaçant la Suisse sur l'échiquier mondial. Notre prochain rendez-vous dans Capsule abordera la thématique des nouvelles clientèles et donc des nouvelles approches dans leur relation avec le gestionnaire de fortune. À bientôt sur Sphère TV. Restez connectés.